Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart pour vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Aujourd'hui, on va parler de désir et de sexualité avec une personne merveilleuse que je connais depuis des années. En fait, on s'est rencontrés mais il y a 15 ans, quoi. Je sais pas, quelque chose comme ça. 12 ans au moins, à l'époque où je travaillais pour des sites de rencontres. Et Maya, quand je t'avais rencontrée, tu m'as émerveillée. Il y a eu quelque chose en fait dans ta personnalité, dans ce que tu partages avec le monde, que je trouve vraiment artistique. Et d'ailleurs, tu es une artiste de l'amour, une artiste de la vie, une artiste du désir. Et j'ai toujours trouvé ça profondément inspirant. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour qu'on parle du désir féminin et de l'autorisation au désir finalement, de se le permettre. Juste avant qu'on commence, merci d'être qui tu es et d'oser en fait dans la vie partager ce qui te passionne et qui finalement devrait tous et toutes nous passionner. Et donc merci de le faire du fond du cœur. Bienvenue Maya. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps et que ça avait matché tout de suite entre nous deux. Et tu voulais que je me présente, mais d'abord, je voudrais dire merci aussi que malgré nos chemins très divergents, on n'ait jamais perdu complètement le contact toutes les deux, ce qui aurait pu se produire finalement. C'est chouette de pouvoir comme ça aller dans des directions parallèles sans que ça crée des murs entre les personnes. J'ai de la gratitude pour ça. Et ensuite, pour la petite présentation, eh bien, je suis Maya Mazorette, je suis chroniqueuse, journaliste spécialisée sur les questions de genre et de sexualité, et de plus en plus du corps qu'on habite en général, sur des approches très data, statistiques, qui moi me passionnent, parce que sinon on est vite dans des choses anecdotiques. Que fait le plus grand monde, quelles sont les grandes tendances, les évolutions, les choses comme ça. Je travaille en télévision essentiellement aujourd'hui pour une émission qui s'appelle Quotidien. Je travaille pour Le Monde depuis quelques années. Ça m'arrive de collaborer avec France Inter, avec d'autres choses. Et voilà, donc ma spécialité, le cœur du sujet, c'est vraiment la sexualité. Donc c'est ce que je fais pour le travail et c'est aussi ce que je fais pour le plaisir. Quand on est passionné. Exactement, exactement. Oui, alors c'est vrai que j'ai pas fini ton livre Millionaire from the Heart. Mais donc pour ce que j'ai lu, je me suis dit ah oui, c'est vraiment ça que je fais depuis le départ en fait. Honnêtement, comme quoi on peut faire un métier avec ce qui nous passionne, une vocation en fait, et très très bien gagner sa vie et occuper sa place avec ce qui nous passionne. Absolument. Et du coup, si je peux apporter un témoignage qui ira complètement dans le sens de ce que tu fais pour Millionaire from the Heart. Quand moi j'ai commencé à faire du journalisme sexo, c'est une spécialité qui n'existait pas, qui dans une certaine mesure n'est toujours pas complètement légitime aujourd'hui. Et en école de journalisme, on m'a vraiment dit tu travailleras pas, enfin c'est pas une bonne idée, il faut pas faire ça. Et je me suis acharnée parce que moi je pensais que c'était intéressant, que la sexualité, non seulement ça intéresse tout le monde, mais il y a plein de choses à raconter, il y a plein d'angles par lesquels prendre ce sujet. Et finalement, le faire quand même, contre l'avis des autres, pendant longtemps, avec de la discipline, ce qui est aussi quelque chose que tu prônes, produit des résultats. Donc si vous aimez un truc tordu et que personne ne croit en votre machin, c'est pas absurde de continuer à le travailler quand même, parce qu'il y a des chances que ce qui intéresse une personne en intéresse plus d'une. Voilà. Donc y compris vraiment, je sais pas, les boîtes de camembert, non mais je sais pas, les feuilles de couleur jaune, peu importe. Euh, on décourage beaucoup les passions. Enfin, des fois, on nous oppose des histoires de réalisme, alors que le réel, c'est aussi nous qui le créons. Donc, voilà, ça demande du travail, ne nous leurrons pas. Mais moi, je trouve que je suis très contente, en fait, d'avoir réussi sans rien céder sur les choses qui, à moi, me semblaient essentielles. En fait, Super ça inspirant. fait du succès aussi qui est dont on sait qu'on est vraiment responsable. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est venu nous chercher pour faire un truc et ça a marché. On n'a pas forcément suivi le mouvement pour obtenir ce qu'on voulait. C'est voilà, force, détermination, on y va. Et je crois que si on le fait avec régularité et sérieux, ça marche en fait. Mm. Tout à On fait est, d'accord du coup, avec on toi. ne traite pas du tout sexualité. J'ai complètement hacké ton podcast. On est parti Mais dans c'est un... pas grave. Je suis désolée, tu voulais pas parler de ça. Mais on peut commencer par ça, parce qu'en fait, finalement, c'est croire en ce qui est possible.
et puis se l'autoriser, se le permettre et y aller à fond. Et tout à l'heure, on parle un peu de souveraineté. Qu'est-ce que tu as Oui, utilisé comme mot en presse? Non, en mes termes, en mes impératrice. termes. Voilà, exactement. Et impératrice et conquête et des choses comme ça. Mais je sais que pour les femmes en particulier, c'est très difficile. Quand euh, sociologiquement parlant, dans ton éducation, on t'a dit d'être au service des autres, de pas t'écouter, et puis ce rappel à la loi très fort, ce rappel à l'ordre de dire ouais, mais bon, voilà, sois réaliste, prends l'option qui est juste à la portée de ta main, parce que voilà, les temps sont durs aussi, la peur nous pousse beaucoup à faire des choix raisonnables qui finalement te sautent à la figure beaucoup plus tard dans ta vie, parce que tu réalises à 40, 50, 60 ans que t'es pas assez à côté de ce que tu voulais vraiment faire. Et j'ai l'impression que les femmes sont plus sujettes à ces formes d'autocensure dans la carrière et dans la sexualité, qu'en fait c'est le même problème à chaque fois, d'arriver à s'écouter. Et dans la sexualité, par exemple, on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit. Déjà, s'écouter soi-même, ça veut dire accepter la vulnérabilité, même dans sa chambre toute seule, de se dire, bah voilà, ce qui m'excite, c'est ça. Et ça peut être des fantasmes, ça peut être, je sais pas, des morphologies, ça peut être une manière d'être touché, ça peut être des mots. Et tout ça est noyé finalement parce que c'est plus facile de pas prendre la responsabilité de sa sexualité, donc on outsource son désir. Et là, il y a l'ouragan pornographique qui passe par-dessus et on est vite emporté dans un torrent plus fort que soi. Et j'ai discuté beaucoup avec des femmes l'an dernier qui n'arrivaient plus à trouver la place de leur désir et qui me disaient que les forces du sexisme et de la pornographie sont tellement fortes que en aucun cas elles n'arriveraient à se reconnecter avec quelque chose qui vienne d'elles-mêmes, et ce que moi j'appelle la sexualité en ses propres termes, c'est-à-dire une permission que tu prends de rêver et de te dire ok, c'est quoi la meilleure situation, c'est quoi l'interaction sexuelle ou l'interaction de séduction ou l'interaction post-sexe parfaite. Et une fois que tu es capable de répondre une fois à cette question, évidemment, il n'y a pas une seule interaction sexuelle qui est chouette. Et tu commences à développer une sorte d'éventail de catalogue des plaisirs. Et c'est très protecteur dans la vie de tous les jours parce que savoir ce qu'on veut permet de le demander. Et souvent, les partenaires sexuels sont très en demande, enfin, finalement, sont prêts à nous écouter. C'est juste que des fois, nous, on ne sait pas parler. Et aussi, ça permet de se défendre parce que quand quelqu'un nous fait quelque chose qui n'est pas dans notre éventail, là, on se dit, tiens, bah non. Euh, et des fois, comme on ne sait pas ce qu'on veut, on laisse aussi les gens nous faire des choses qu'on regrette ensuite ou qui peuvent vraiment s'apparenter à des agressions sexuelles. Donc, je recommande de faire ce travail d'introspection et qui est aussi un travail d'observation et de discussion des fois avec nos proches et des choses comme ça, et de se laisser finalement imprégner par d'autres formes d'érotisme et de sensualité qui existent autour de nous. Et voilà, et ensuite à un moment on marche sexuellement sur ses deux jambes, et là on peut commencer à courir. Comment nourrir cette créativité si on l'a, si elle s'est asséchée, tu vois, si elle est, si on sent qu'on est, j'allais dire comme un raisin sec, tu vois, qu'il y a plus du tout de Oui, jus bien sûr. et que par où commencer? Il y a plusieurs choses. Je commencerai du coup par couper les interférences extérieures, hein, parce que dans le quand la culture pornographique ou la culture, enfin, ou le désir des autres hurle à plein régime, entendre sa petite voix intérieure, c'est pas possible. Donc ouais, débrancher un petit peu ces canaux-là. Moi, j'aurais tendance à partir de l'ennui, d'accepter de s'ennuyer, c'est-à-dire voilà, on coupe les téléphones portables, on coupe les distractions. On n'essaie pas nécessairement, par exemple, d'écouter tout de suite un podcast érotique ou de lire une BD érotique ou un truc comme ça. On crée du vide parce que en fait, bah, au bout d'une demi-heure, à ne vraiment rien faire sur un canapé ou dans son lit, finalement, le corps se rappelle assez facilement à nous. C'est-à-dire qu'on commence à faire attention à soi-même. Et dans soi-même, et ben, il va y avoir peut-être, on va ressentir, je sais pas, des pulsations dans le vagin. On va commencer, je sais pas, à sentir son clitoris. Et moi, je sais que à des moments où, bien sûr, comme tout le monde, je cavale dans tous les sens et des fois, j'ai l'impression d'être déconnectée de ma sexualité. En une demi-heure d'ennui, généralement, le truc est réglé. En fait, l'appel du vide fait qu'il va chercher dans ce coin-là. Euh, et voilà. Et ensuite, donc ça, c'est quelque chose de très physique.
Si c'est ce qu'on appelle la pulsion interne, donc là le corps appelle à la sexualité. Si on a l'impression que ça c'est un petit peu troublé par des éléments perturbateurs comme du trauma et tout, donc là il faut vraiment aller voir des spécialistes pour en parler. Et ensuite effectivement on peut choisir de passer par une pulsion externe, qui peut être une personne désirable qu'on a croisée dans la rue ou un collègue de travail sur lequel on a un crush monstrueux. Donc là, c'est vraiment la situation la plus parfaite parce qu'on commence à se faire son petit cinéma intérieur à partir d'une vraie personne. Une fois encore, c'est bien de ne pas s'auto-censurer quand on a un crush sur quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'aller en parler à la personne, et même si on sait que, je sais pas, notre crush est marié avec 4 enfants, on ne lui fait pas de mal en fantasmant dessus, voilà, tout va bien. Et si on n'a pas la force d'imaginer ou qu'on n'a pas à ce moment-là de vision attrapée par quelqu'un, et ben c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe de la littérature érotique, il existe des podcasts audio. Moi, je trouve que ça marche hyper bien, les podcasts audio. Les gens qui font ont généralement des très belles voix et c'est pas ridicule comme on pourrait en avoir peur. La BD, les images, moi par exemple, je suis très visuelle, donc j'ai besoin de peinture. Et puis maintenant, à Paris en tout cas, il y a énormément d'ateliers. Enfin, quelle que soit votre approche, tantra, sensualité, plein d'événements sex positifs qui permettent de dire ah bah tiens, moi j'ai envie d'expérimenter la contrainte pour libérer mon esprit, donc je vais aller faire un truc d'encordage à l'école des cordes. Il y a plein de collectifs polyamoureux, de collectifs queer, de dark room, de machins comme ça, de choses qu'on croyait finalement il y a encore quelques années plutôt réservées à des cercles gays, qui maintenant accueillent des hétéros en mal de sensations fortes. Et c'est une chouette manière finalement de découvrir que le désir va peut-être passer aussi par la sensualité, que peut-être on a besoin de fermer les yeux, que peut-être on a besoin que ça passe par le son ou par la musique. Et il y a de plus en plus d'offres, parce que peut-être il y a de plus en plus de curiosité. Et pour moi, en tant que journaliste, c'est intéressant parce qu'on vit dans un moment où on dit beaucoup les gens s'intéressent plus au sexe, les jeunes s'intéressent plus au sexe. Et paradoxalement, je vois qu'il existe toute une sous-culture puissante qui a émergé il y a quelques années et qui prend de plus en plus de place. Donc en fait, je me demande si la sexualité va pas très bien, c'est juste qu'elle passe sous les radars en fait. Non mais c'est vrai, les gens qui s'y intéressent peuvent trouver quantité de choses à faire aujourd'hui. Mais ça passe pas par les canaux traditionnels. En fait, les médias sont encore en train de parler des clubs libertins, et c'est pas comme ça que ma génération et les plus jeunes ont envie d'interagir du tout. Donc on a été créer nos petits sanctuaires à nous, mais ailleurs. Génial. Faut juste avoir le désir d'explorer. Mais justement, cette question du désir que tu évoquais tout à l'heure, je sais pas si tu as des chiffres là-dessus. Comment tu évaluerais les femmes qui sont connectées à leur désir, tu vois, en termes de pourcentage, celles qui sont connectées à leur désir, à leur plaisir, qui connaissent leurs préférences, qui s'autorisent à dire ce qu'elles aiment, etc., par rapport aux femmes qui sont plutôt en difficulté, challengées par leur vie sensuelle et sexuelle. Ce serait quoi le ratio, d'après toi? C'est difficile parce que moi, j'ai l'impression que mes standards à moi, et c'est mon travail, donc c'est injuste de dire ça, sont tellement élevés sur ce que ça veut dire que de savoir ce qu'on veut, qu'il est très rare, moi, que je rencontre des personnes dont la vie imaginaire et pratique soit au niveau où moi j'ai envie d'être. Et c'est aussi compliqué de répondre parce que beaucoup de femmes qui ont complètement abandonné leur libido vivent très heureuses comme ça. Donc finalement, la satisfaction sexuelle des Françaises, elle correspond pas nécessairement à leur activité concrète. Et bien sûr, enfin voilà, si les personnes n'ont pas envie de s'intéresser à la sexualité, faut surtout pas s'obliger. Donc voilà, pas de jugement, bien sûr. Voilà, je sais que moi, c'est une partie de ma vie que j'aurais le plus grand mal à tasser sous le tapis. Mais tu vois, qu'est-ce qui est de l'ordre d'un abandon avec lequel tu fais la paix, enfin finalement d'un choix par défaut, d'abandonner la sexualité, même si ça nous rend heureuse de l'avoir abandonnée. Voilà, tu vois, est-ce que ça, c'est une forme de réussite sexuelle que d'avoir abandonné sa sexualité et d'en être heureuse, ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'on regrettera éventuellement plus tard, je sais pas trop.
Donc en gros, on a les 2 tiers des femmes qui sont satisfaites de leur vie sexuelle, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont une pratique sexuelle régulière. Et aujourd'hui, par exemple, on sait sur les jeunes qu'il y en a 40%, je crois, qui n'ont pas eu d'activité sexuelle du tout pendant l'année écoulée. Et que chez les couples de toutes les catégories, je crois, sauf les 25-35 ans, on a perdu 15% d'activité sexuelle là en 20 ans. Enfin, quand tu vois les courbes, elles sont en train de se cracher complètement. Et je comprends, hein, on sort de moments qui ont été très difficiles sociétalement. Il y a eu le Covid, il y a la guerre, il y a l'économie, il y a des rapports hommes-femmes qui sont très compliqués depuis le mouvement MeToo. Donc c'est pour une bonne raison, mais effectivement, ça induit des formes de méfiance des 2 côtés, des hommes comme des femmes. Voilà, on vit un moment difficile, faut pas se leurrer, mais à côté de ça, bah voilà, la sexualité elle-même, elle reste incroyable. Avoir un orgasme, c'est un truc de fou. Expérimenter, je sais pas, des formes de massage extrêmement longs, c'est génial. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as répondu à ma question et moi, ce que ça m'inspire, c'est quelle opportunité tu vois en tant que créatrice, en tant qu'artiste, en tant que, tu vois, visionnaire même, je dirais, allons jusque-là. Quelle opportunité tu vois pour les femmes actuellement, alors que c'est un peu la merde? Oui, attends, du coup, je voulais juste, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire à ta question d'avant. Ouais. C'est que tu me demandais quelles étaient les femmes qui n'étaient pas connectées à leur sexualité. Et il y a un bouquin que j'ai lu récemment qui parle un petit peu de ça. Il y a des questions de classe sociale qui sont vraiment importantes. Qui est que généralement, les femmes qui ont grandi dans des milieux bourgeois ou aisés, dès leur enfance, il y a un chat qui vient de sauter par derrière. Dès leur enfance, on leur a dit de faire très attention à la manière dont elles allaient devoir contraindre leur corps. Donc, attention à ce qu'on mange, attention à ce qu'on boit, attention à se tenir droite, attention à pas se salir, à pas rouler par terre. Et on s'aperçoit qu'elles ont du mal à connecter ensuite à leur désir parce que leur interaction primaire à leur corps, c'est le contrôle. Et que les femmes des catégories plus populaires qui ont pu jouer à se bagarrer quand elles étaient enfants, avoir des contacts physiques avec d'autres corps, le plaisir simple de, je sais pas, de se gaver de fraises ou de chocolat, euh, sont plus connectés à des formes hédonistes de s'autoriser tous les plaisirs, y compris ceux de la paresse, de s'effondrer comme ça, et que elles, généralement, le désir, ça va mieux, et le plaisir, ça va mieux aussi. Donc voilà, c'est intéressant de dire aussi que c'est quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes pour des questions de paraître et pour des questions voilà, de hiérarchie ridicule. Donc peut-être se défaire de quelque chose qui appartient à des trucs vraiment de l'aristocratie, enfin des choses qu'on aurait dû dépasser depuis longtemps en démocratie, se défaire de ça pour retrouver, pour être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche des sensations très concrètes de son corps, euh, même si ça nous oblige à être peut-être un peu moins élégante, un peu moins polie, prendre cette liberté-là. Et du coup, en tant qu'artiste, bien sûr, moi, quand je m'aperçois en discutant avec des copines ou en lisant des bouquins qu'il y a énormément de femmes qui ne sauraient plus concevoir une sexualité en leurs propres termes et qui disent qu'elles n'ont plus mentalement d'imagination pour se dire, voilà, qu'est-ce que je veux, comment je le veux. Ça m'a heurté de savoir qu'autant de femmes souffraient, y compris certaines qui sont autour de moi. Et je me suis dit, voilà, moi, j'ai la chance, parce que c'est mon métier, d'avoir du temps, de l'énergie et de l'imagination pour imaginer des futurs désirables. Et j'ai commencé, en fait, à interroger les femmes notamment, mais pas que les femmes, parce que les hommes, des fois, sont aussi en galère, en leur posant 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous demanderiez à quelqu'un que vous payez pour du sexe? Aucun rapport avec notre opinion sur le travail sexuel, hein, c'est juste parce que cette question permet de savoir ce qu'on demande quand on est égoïste et qu'on a déjà payé, donc on doit vraiment demander un truc. On enlève les sentiments, on enlève la réciprocité, on s'autorise vraiment à dire qu'est-ce qu'on veut, et qu'est-ce qu'on veut sexuellement. Le 95% des gens à qui je pose la question sont incapables de répondre à cette question, et quand on peut répondre, ma deuxième question c'est, dans ces conditions, à quoi ressemble votre maison close?
Et dans ce cas-là, il y a autant d'interactions sexuelles que vous voulez, autant d'amants et d'amantes que vous voulez, autant de personnes. C'est quoi les pratiques, c'est quoi la décoration, c'est quoi la musique qu'on écoute, comment on entre, comment on sort de la maison close, qu'est-ce qu'on mange, si on a faim, est-ce qu'on se repose, comment on nous parle, quelles sont les sensations qu'on voudrait atteindre, et de réussir à préciser tout ça. Et une fois qu'on a une bonne idée d'à quoi ressemblerait notre maison close, alors on atteint ce moment où, quand on rencontre une nouvelle personne dans la vraie vie, on peut se balader intérieurement dans une sorte de palais mental où on dit ah tiens, ce soir j'ai vraiment envie d'aller dans la salle numéro 98 du 4e étage et j'ai envie qu'on fasse ça. Et c'est très libérateur évidemment dans un monde aussi tabou que le sexe où on a beaucoup de mal à exprimer ce qu'on veut, et généralement aussi parce qu'on ne le sait pas. Je recommande à tout le monde de s'inventer sa maison close. Une fois que j'ai dit ça, c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, donc je me suis dit proposons une maison close, donc proposons la mienne, faisons un travail d'honnêteté radicale en disant voilà, moi je voudrais vous montrer à quoi ressemble la mienne, qui m'embarrasse pas particulièrement et que je prends vraiment le temps de construire dans tous ces petits détails. Non pas pour convaincre que mes désirs sont plus chouettes que les vôtres, enfin vraiment, genre mon désir est plus gros que le tien, mais parce que j'ai l'impression que notre désir il se construit aussi en le comparant avec celui des autres. Donc je me dis peut-être qu'en regardant certaines parties de ma maison close, il y a des personnes qui vont se dire ah ouais, ça bien sûr j'aurais envie d'expérimenter ça dans ma vie, ou au contraire de se dire oh là là, pas du tout. C'est important de savoir ce qu'on veut pas. Ou alors ah oui tiens, cette idée est intéressante, je la ferai pas comme ça mais je la ferai différemment. Et je veux croire que ma maison close peut aider d'autres personnes à faire leur maison close. Et donc je suis en train de... La forme que ça prend pour l'instant, c'est un espèce de mélange d'écriture, de rature, de dessin, de couture. Je pense qu'il y aura de la photo aussi dedans. Pour proposer, donc non pas un manuel pour découvrir son désir, mais une proposition à laquelle se heurter pour construire la sienne. Et récemment, par exemple, j'en ai parlé avec un copain qui est très créatif et très imaginatif. Et il m'a dit, mais moi, quand tu auras montré ta maison close au monde entier et tout, mais est-ce que je pourrais créer la maison close suivante pour aussi la montrer aux gens? J'ai dit, mais enfin voilà, bien sûr, ensuite si tout le monde sort sa maison close, moi je suis hyper contente. Voilà, l'idée étant de prouver qu'il est possible de désirer aujourd'hui sans l'influence de la pornographie et du patriarcat. Moi vraiment, ma maison close, je regarde pas de porno depuis très longtemps, donc elle est pas influencée par ça. On peut en parler. Alors moi, évidemment, si ma vie sexuelle sort dans le vaste monde, c'est pas très grave, c'est mon métier. Donc je sais aussi que j'ai une liberté que je peux prendre que, a priori, beaucoup de personnes ne peuvent pas prendre. Si elles travaillent dans l'administration ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je me dis, voilà, moi, je peux prendre ici un risque que les autres personnes ne peuvent pas prendre. Et je me sens un petit peu responsable. Enfin, quand on a ce privilège-là, il me semble important de pouvoir répercuter aux autres ce que nous, on peut dire et ce que les autres peuvent pas dire. En attendant qu'on vive dans un monde idéal où on puisse tout dire et tout cacher si on en a envie, alors là, il y a un truc que moi, je peux faire que d'autres personnes peuvent pas faire, donc il faut y aller. Donc je fais ça. Donc je suis en pleine maison close depuis quelques mois, en m'autorisant à le faire de la manière la plus égoïste possible, c'est-à-dire en n'imaginant pas quelles sont les contraintes auxquelles je vais devoir faire face, ni sur la forme, ni sur la réception éventuellement de cette maison close. Je le fais voilà, comme si rien n'existait autour, ni les questions d'argent, ni les questions de temps, on y va. On essaie de le faire le mieux possible, de manière cohérente. Et c'est bien parce que là, en ce moment, je me lève le matin et je réfléchis au désir et je me promène dans un musée, je me dis « Ah oui, tiens, ça, je pourrais le rajouter à ma maison close ». Je discute avec des gens, quand je leur parle du projet, ils disent « Ah oui, mais moi, ça me fait penser à ça ». Et c'est intéressant parce que je vois bien que je m'enrichis vraiment, vraiment des opinions des autres et que ce travail que j'estimais être très égoïste et très personnel, finalement, il est empreint de plein de petites pollinisations et c'est vraiment chouette. Ah, donc je suis passionnée par mon machin là, je peux en parler pendant des heures, je te dis tout de suite. Ça donne envie de te confier des secrets off. Et de rajouter des pièces. Ah mais bien sûr, j'ai hâte de voir la tienne, Anne-Claire. Elle est colorée. Toi, j'ai l'impression que ta maison close, vraiment, je l'imagine comme une espèce d'archipel incroyable.
C'est ça, très luxuriant et humide. Exactement. Avec des petits charros qui fait. Exactement. Oh, j'adore, merci. Qu'est-ce que tu penses qui changerait si les femmes avaient conscience de leurs désirs, qu'elles arrivaient à mettre des mots dessus, qu'elles arrivaient à l'exprimer, qu'elles jouissaient plus de la vie en général, si ça devenait comme un grand mouvement, une grande vague, où finalement on se l'autorise toutes, qu'est-ce que ça changerait dans le monde d'après toi? On respirerait mieux. D'ailleurs, quand tu as dit ça, j'ai pris une inspiration. Je pense que ça réparerait notre relation les unes envers les autres en tant que femmes. Déjà parce que on est encore dans un monde où il y a beaucoup de femmes qui se jugent les unes les autres et qui vont dire comme s'il y avait des formes de compétition qui nous renvoient vraiment à des trucs darwiniens assez nuls. Aujourd'hui, une femme qui vit sa sexualité très librement, ça peut être perçu comme la compétition déloyale de la part d'autres femmes qui se disent mais du coup si elle s'autorise à coucher avec je sais pas plusieurs partenaires, eh ben elle va peut-être désirer le mien et coucher avec le mien et elle va me l'enlever alors que ça se passe pas du tout comme ça évidemment. Peut-être elle partage Euh, aussi. Pardon? Peut-être qu'elle va partager aussi. Oui, 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 exactement, ouais. Euh, donc voilà, quelque chose de réparateur entre femmes et puis ensuite évidemment de réparation aux hommes. Moi, je continue à partir du principe que les hommes ne sont pas nos ennemis. Dans les statistiques, c'est à peu près toujours entre un quart et un tiers des hommes qui sont vraiment sexistes, enfin qui sont vraiment au fond du lac et qu'on va avoir du mal à récupérer, qui sont tellement empreints de l'idée de leur propre supériorité et de stéréotypes nuls sur les femmes. Euh, Ce chiffre, je pense qu'il est voué à décroître avec le temps. Alors, un quart à un tiers, c'est beaucoup, hein, que les choses soient claires, mais la majorité des hommes ont envie de nous faire plaisir, ou ont envie de nous plaire, et ont envie qu'on leur explique comment faire. Et c'est quelque chose contre lequel moi j'ai beaucoup résisté, parce qu'on m'a beaucoup demandé, moi, d'écrire des guides en disant dis aux hommes ce que toi tu voudrais. Et je veux bien, mais il me semble que déjà, ça doit venir d'eux, dans une grande mesure, parce que moi, j'ai pas envie de créer des espèces de marionnettes de mon désir à moi. Ce que je respecte chez les autres, c'est qu'ils soient différents de moi et qu'ils vont avoir leur propre manière de penser, leur propre manière d'exprimer leur sensualité. Donc, ce serait très contre-productif pour moi de dire aux hommes faites ci, faites ça. Peut-être que à ce moment-là, j'aurais l'impression justement d'avoir des marionnettes en face de moi et que j'aurais plus aucun désir. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà, savoir que il y aurait une multiplicité de discours féminins sur le désir permettrait aux hommes d'avoir voilà, plein de repères, plein de modèles auxquels se conformer et puis à transgresser, à détourner, à négocier pour devenir désirable. Parce que pour l'instant, là, il y a un vrai souci quand même du côté de certains mecs. C'est le refus absolu de se montrer désirable. Alors, c'est vraiment compliqué de susciter le désir quand on n'essaye pas. Et je suis surprise d'avoir encore aujourd'hui dans la société des hommes qui disent voilà, les femmes sont pas intéressées par le physique, il suffit que je sois un peu intéressant, ou alors il suffit que j'ai de l'argent. Encore pire, il y a encore beaucoup d'hommes qui croient à ça et qui se disent qu'ils peuvent faire l'économie de la séduction. Euh, Moi, en tant que femme, même les jours où j'ai pas envie de séduire, j'essaye d'être à peu près présentable. Et si je vais en date, alors là, je sors vraiment, vraiment le grand jeu. Si je vais en date et qu'un homme n'a pas fait des efforts euh, pour venir me voir, c'est absolument rédhibitoire. Enfin, j'ai envie qu'on me démontre qu'on a fait un pas vers moi avant même qu'on soit sorti de la maison. Parce que moi, je l'ai fait. Et c'est vrai que je transige plus du tout hein, là-dessus. J'ai jamais trop transigé, mais alors là, vraiment, je suis encore en dessous. Et voilà, donc il y a un truc de compréhension entre les hommes et les femmes qui peut se jouer à cet endroit-là et qui fait que ce serait plus facile si nous, on pouvait s'exprimer, mais on peut aussi moins le faire parce qu'on est plus jugé à la fois par les hommes et par les femmes. Donc il faudrait je sais pas, que collectivement, on ait plus non seulement de tolérance, mais aussi plus d'indulgence. Moi, c'est plutôt le mot que je choisirais. Les gens sont pas comme nous. Certains de leurs désirs vont nous heurter. Des fois, on va pas comprendre.
Et voilà, et tolérer, c'est un peu ok, d'accord, mais et il me semble que l'indulgence, elle a quelque chose de plus pétillant. L'indulgence, elle s'exerce aussi envers soi-même. C'est oh là là, c'est pas très raisonnable, c'est peut-être même pas très moral, c'est peut-être pas très éthique, mais j'y vais quand même parce que je peux tolérer des formes de nuances, des formes de complexité qui font que allez, je m'autorise ça aussi. Non mais enfin, tu vois, je précise les questions de morale et d'éthique parce que on vit dans une période où on a beaucoup aussi ce genre de rappel à l'ordre, où par exemple, rien que mon idée de maison close, je pense qu'il y a des personnes qui, qui vont venir me voir à un moment et qui vont dire tu fais la promotion indirecte, je sais pas, de la traite humaine, en mentionnant seulement un exercice mental basé sur le travail du sexe. Et ça m'est arrivé en mettant des dessins érotiques sur Instagram. Alors je me les fais bannir, donc je le fais plus trop aujourd'hui. Que les gens me disent comment oses-tu désirer ça, tu proposes que des corps normés, et puis de toute façon t'es hétéro, et du coup ça veut pas dire que t'es ouverte aux femmes. Et en fait, je trouve ça dingue d'aller parler à une inconnue comme moi et lui dire tu désires pas au bon endroit. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que pour qu'on s'autorise à exprimer nos désirs, ce serait bien que on soit pas toujours en train de dire, d'un côté, encourager les gens à exprimer leurs désirs et dès qu'ils l'ont fait, leur dire ah bah, c'était pas le bon, c'était pas ça la bonne réponse. Et aujourd'hui, la bonne réponse, ce serait un truc tellement inclusif que ça ne fonctionne plus. Le désir, on n'en a pas pour tout le monde. En fait, c'est pas un truc très démocratique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans les cercles militants, on demande au désir d'être démocratique et de s'appliquer à tout le monde. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et accepter qu'on on ne sera pas forcément choisi par quelqu'un d'autre, que le désir sera pas forcément réciproque, et que c'est ok parce qu'on est vraiment suffisamment de personnes sur Terre avec du désir pour trouver une personne dont on va être exactement le fantasme. Ça le fait. Et puis je m'aperçois que par exemple que moi, quand les hommes font des efforts, même si à la base ils correspondaient pas nécessairement à la liste de critères physiques que moi j'aurais mis sur une liste abstraite, et ben voilà, des gens que je pensais pas pouvoir m'attirer finalement, en démontrant leur bonne volonté, bah, je me dis ah ouais c'est super parce qu'avec son corps à lui, il a réussi à inventer une forme érotique à laquelle je savais pas que j'étais sensible. Et après j'ai de la reconnaissance pour ça évidemment parce que je me dis ah t'as réussi à débloquer une nouvelle case en moi et à m'ouvrir et voilà, et à rajouter des pages dans ma maison close. C'est comme si on ouvrait des univers, comme si on ouvrait des mondes en fait à chaque Ouais, fois. C'est oui, magique. c'est ça. J'ai un vrai syndrome de la pionnière en ce moment avec mon histoire de maison close. C'est que bah, je m'aperçois en rajoutant des pages et des pages et des pages que bah, des fois je me dis tiens, là je suis à un étage dont je savais pas qu'il existait parce que j'avais peut-être déjà je l'ai pas croisé avant, mais aussi même à l'intérieur de moi. Évidemment, plus on travaille sur la question, plus on commence à faire attention à son désir, plus il se précise. Euh, et puis bien sûr, c'est le désir, donc plus il nous échappe et plus il va se mettre dans la porte à côté de la maison close, celle que t'as pas encore ouverte. Donc c'est marrant parce qu'on n'en finit pas on n'en finit pas de se découvrir. Euh, et, euh, et voilà, et une fois encore, paradoxalement, cette recherche très introspective fait de moi une personne qui est beaucoup plus à l'écoute des désirs des autres en ce moment. Et je me laisse contaminer, je me laisse influencer. J'essaie de me mettre dans la tête des gens et quand ils me racontent un fantasme qui leur plaît extraordinairement, enfin, je sais pas, j'essaie de me le représenter. Je pose beaucoup de questions très embarrassantes pour les personnes qui sont en face de moi. Et je m'aperçois que finalement, bah, les limites entre mon corps et celui des autres, et les limites entre mon cerveau et celui des autres sont toujours beaucoup plus poreuses qu'on l'imagine. Et que ne serait-ce que parler de désir fait que d'un seul coup on est très proches et on est peut-être plus complètement soi-même et plus complètement l'autre. Donc il y a un espèce de maillage qui se fait autour de ça que je trouve intéressant. Mon projet du moment, il me rapproche de tout le monde et de la condition humaine, j'imagine. Waouh, Je suis merci. allée très loin dans mon machin là. Très loin. Mais du coup, j'ai une dernière question qui serait en lien avec le fait de se laisser emporter par son désir. Est-ce que Oui. il n'y a pas cette peur aussi parce que finalement,
on a peur de ressentir, et est-ce qu'on n'a pas peur de jusqu'où là où notre désir va nous emmener? Parce que finalement, c'est infini, il y a toujours plus de portes, il y a toujours plus d'expériences. Est-ce qu'il n'y a pas C'est ça pas une aussi mauvaise chez les chose d'avoir femmes? peur, tu crois pas? Enfin, moi, la peur, c'est une émotion qui m'intéresse. En fait, la question, en fait, elle est hyper métaphysique. C'est dans le sens que on veut donner à sa vie. Est-ce qu'on veut être heureux ou est-ce qu'on veut une grande amplitude émotionnelle? Moi, par exemple, je suis très contente quand je suis heureuse et la plupart du temps, je le suis. Mais une vie où je n'aurais été que heureuse, moi, en tout cas, me décevrait un peu. Et moi, j'ai envie de vivre toutes les vies en une seule, parce que je pense que j'ai qu'une seule vie. Donc, je sais que la peur, par exemple, peut être un guide intéressant. Alors, je dis pas d'aller se jeter par la fenêtre et se mettre dans des situations pas possibles. Attention. Mais pour trouver son désir, aller voir des fois les petites peurs, les petites inquiétudes peut aussi donner plein d'informations intéressantes. Donc, je ne fuirai pas ça de manière trop rapide. Mais voilà, il n'y a pas que la peur qui est intéressante. Et puis une fois encore, tu vois, c'est comme ce que je te racontais sur les maisons closes, où nécessairement, en voyant certains de mes fantasmes, les gens vont dire ça, pas du tout, je déteste. Le dégoût, par exemple, comme émotion, quand on prend l'inverse de ce qui nous dégoûte, peut être une indication très intéressante sur ce qui nous plairait. J'ai besoin qu'on pose ce podcast et que je me pose en face de toutes tes questions. J'ai pris plein de notes. À mon avis, je suis pas la seule. Parmi les gens qui vont nous écouter, il va y avoir des gens qui ont pris des notes. T'es pas coach, non, mais et d'ailleurs, tu serais une bonne coach. N'hésitez pas, chères personnes qui écouteront ce podcast, à m'envoyer des petits messages sur ta maison close, Maya, m'a fait penser à XXX. Enfin, des fois, des gens m'envoient des citations en disant ah oui, tiens, j'ai lu ça m'a fait penser à ce que tu racontais. Et ensuite, moi, ça me permet d'avoir des nouvelles idées ou juste d'être curieuse ou juste de dire ah, j'avais pas pensé à ça. Et c'est génial en fait d'ouvrir sa messagerie et de dire tiens, j'avais pas pensé à ça. Quelle joie. Wow, merci pour tout ça, Maya. Si les gens justement veulent te contacter, par où ils passent? Où est-ce que... Vraiment, Instagram, ça marche très bien. Enfin, je sais que toi, tu es très présente sur Instagram. Voilà, c'est facile et je suis dessus. Ok, on mettra le lien. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter à cet échange? Déjà, hyper contente d'avoir eu l'occasion de discuter avec toi. Moi aussi. Une fois encore, sur le fait que toi et moi, on ait des approches très différentes pour souvent arriver au même point. Le fait que tu existes dans ma vie, c'est quelque chose auquel je pense souvent. On va finir à pas du tout parler de sexualité, mais de parler d'Anne-Claire Méret ici présente. Souvent, pour des questions idéologiques, on utilise des mots qui fait que humainement, on peut s'éloigner les uns des autres. Et j'ai l'impression que faut qu'on fasse attention à garder près de nous les personnes avec qui, des fois, on peut partir d'un point de vue différent sur le monde. Et aujourd'hui, on a l'impression que si les gens pensent pas exactement comme nous, en employant exactement le même vocabulaire pour aller exactement dans la même direction, et ben, ça peut pas être nos amis, ça peut pas être des personnes qui nous apportent quelque chose. Et voilà, et je sais que j'ai pas envie de vivre dans un monde dans lequel tout le monde me ressemblerait. Donc je suis contente que tu me ressembles aussi peu. On continue de discuter ensemble malgré tout. Voilà, je voudrais terminer plutôt moi là-dessus. Merci. Merci du fond du cœur. Et je pense qu'en fait, on se ressemble plus que ce qu'on croit. Oui, non, mais pas c'est dans des la fois c'est forme, des questions de. et dans le fond, ouais. Oui. En fait, c'est toujours un exercice
tu vois, pas passer au-delà des clichés et des stéréotypes. Enfin, je peux raconter un petit peu une anecdote, si tu me le permets, sur, Ouais. je crois, une des dernières fois qu'on s'est vu, c'était à Berlin. Et à ce moment-là, c'était le Covid et tout, et tu avais une grosse méfiance pour les journalistes, et moi, je suis journaliste. Et je me souviens de la conversation qu'on a eue à ce moment-là, où je me suis dit, ce serait vraiment dommage parce qu'il y a un événement où toi, la manière dont les médias ont traité tes choix personnels t'ont beaucoup blessé. Et moi, j'étais plutôt dans ce camp-là, à ce moment-là. Qu'on n'ait pas laissé ça détruire le contact qu'on avait toutes les deux. Ça a été important pour moi de dire non, 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 ben, justement, on fait bloc et on continue de se parler. Ouais. Merci. Et tu m'as aussi beaucoup aidé, enfin, si je peux le dire, en tant que coach, quand tu commençais tout juste. J'avais beaucoup aimé ta manière très organique de voir les choses. Je venais de perdre mon conjoint à l'époque. Je galérais vraiment. Je savais pas comment me sortir de la situation émotionnelle difficile dans laquelle j'étais. Et ton approche à toi, c'était je vais essayer plein de trucs sur toi et on verra si ça marche. Et pour moi, qui suis très dans la team sciences traditionnelles, on va prendre des médicaments. Tu m'avais fait faire de la luminothérapie, tu m'avais massé, on avait beaucoup discuté. Et en fait, ce qui était bien, c'est que j'avais pas du tout l'impression que tu étais dans un truc de gourou à vouloir m'imposer tes solutions à toi. Et tu disais, tu sais quoi, on va tout essayer, on verra ce qui marche. Et ça avait marché. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à avoir plein de stéréotypes sur ces univers-là, en train de me dire, ah ouais, super, la paramédecine, où on se met des cristaux et tout, galère. Et la manière que tu avais d'utiliser ces outils-là était vraiment intelligente. Merci. Donc, tu m'avais cassé mes propres clichés. Voilà, et ça, je suis reconnaissante parce que c'est nul d'avoir des clichés. Merci. Je pense qu'on fait une bonne équipe et que c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, pour moi, pour avancer. Merci. Bon, voilà. Si les gens sont restés jusqu'au bout, on a dérivé. Ouais, je suis désolée, mais Tout est juste. non, mais c'est parce que je pense que peut-être les gens s'attendent pas à ce qu'on soit dans le même podcast. Ouais, c'est vrai. Enfin, en même temps, j'ai fait un podcast récemment avec Oussama Hamar. Personne s'y attendait. D'accord, ok. Sur le polyamour, je pense que... Des surprises et encore des Voilà, surprises. Ouais, ouais. exactement. Et vraiment, j'ai hâte de continuer à voir ce que tu vas encore nous sortir de ta besace incroyable à pochette surprise de nouveaux trucs que tu fais tout le temps. Mais là, tu m'as inspirée avec la maison close, donc qui sait ce qui va naître de tout ça. Je vais prendre des vacances bientôt et moi, quand je me relaxe, j'ai des idées. Je pense, comme Oui, tout le monde. oui, oui, oui. Et voilà, si tu repasses par d'autres contrées un jour ou si je passe par les tiennes, je te montrerai à quoi ressemble. Enfin, en fait, j'ai plusieurs carnets maison close, donc je te montrerai à quoi ressemble la mienne pour l'instant. Ouh. Ce serait beau de faire des maisons closes à travers le monde et voir la différence entre Oui. les différents pays, les différents désirs, les différents... Enfin bon, on va s'arrêter Et là. déjà, si je peux rajouter juste un petit truc, j'ai fait un questionnaire maison close à un événement que j'ai fait dans une librairie il y a 2 mois, où je demandais aux gens de faire juste une pièce, avec des questionnaires anonymisés évidemment pour qu'ils se sentent bien, et en récupérant, en les lisant vite, et puis après je les ai détruits évidemment pour qu'il ne reste rien de ce que les gens voulaient me confier à ce moment-là. Les pièces de ces maisons closes étaient tellement intéressantes et bizarres et éloignées des miennes, et même dans les intentions, elles étaient différentes. Les gens cherchaient pas forcément du plaisir, par exemple. Des fois, ils cherchaient du respect ou de la découverte. C'était super émouvant. Donc c'est pour ça que des fois, quand on lance des projets, enfin moi, je peux être très genre, j'en parle pas et tout. Là, vraiment, ma maison close, j'en parle à tout le monde. Vraiment, prenez-la, faites-en ce que vous voulez et tout. On est tous dans la même équipe, vraiment sur ce genre de choses. Et une fois encore, on se pollinise mutuellement. Quelle belle image. C'est Maya l'abeille qui ressort en fin de podcast. Merci Maya, merci pour tout. Merci à toi, Anne-Claire. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, surtout aux personnes qui ont besoin de reconnecter avec leurs désirs et d'oser, tout simplement d'oser ressentir, je pense que c'est ça. Et puis mettez-lui une note sur Spotify et sur Apple Podcast. 5 étoiles, ça nous aide toujours à être de plus en plus visibles et à ce que les gens nous découvrent. À bientôt.